Bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons voir ce soir un débat sur l'islamophobie, qui est un sujet, comme vous savez, qui passionne et en tous les cas qui est un sujet d'actualité. On l'a vu ces derniers mois, notamment avec les agressions contre des filles qui portaient le foulard à Argenteuil et ailleurs. On l'a vu aussi avec toute une série de débats à cette rentrée et la publication d'un certain nombre de livres dont on va parler aujourd'hui, qui sont importants à la fois parce qu'ils poursuivent le débat, mais aussi parce que, en tous les cas, pour le livre de Abdelali Hajat et de Marwan Mohamed, il s'agit, je ne sais pas, ce n'est pas la première étude sur l'islamophobie, puisque nous avons aussi le dictionnaire sur l'islamophobie, mais je dirais c'est un livre qui dispose d'une certaine légitimité, entre guillemets, scientifique. Et nous avons aussi, en principe, prévu en décembre un grand colloque qui va avoir lieu sur l'islamophobie, organisé par l'université de Berkeley et le CADIS en France, qui montre, disons, l'entrée de cette question de l'islamophobie dans le débat non seulement public et politique, ça on le savait, mais aussi dans le débat scientifique. Bon, vous avez la présentation des différentes personnes ici. Donc il y a Abdelali Hajat et Marwan Mohamed qui sont des universitaires et qui viennent de sortir ce livre sur l'islamophobie, et Kamel Meziti qui est historien des religions et qui lui a fait un dictionnaire de l'islamophobie. Et la première question que j'ai envie de leur poser à tous, avant qu'ils présentent vraiment leur travail, c'est une manière, disons, de le présenter, c'est de savoir si il y a ce débat sur l'islamophobie. Est-ce que c'est un débat français? On a l'impression qu'il y a une spécificité française, alors que ce phénomène, finalement, existe dans tous les pays, qu'il est reconnu ailleurs. Est-ce qu'il y a en France plus d'islamophobie? Est-ce qu'il y a un refus de reconnaître cette islamophobie? Donc, c'est la première question que je vous pose. Je ne sais pas qui veut commencer. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'IREMO pour cette invitation, cette occasion d'interagir avec un public nombreux, donc on est très content. Pour répondre à ta question, Alain, sur la question de la spécificité française, il faut savoir que le thème de l'islamophobie aujourd'hui tel qu'il est posé dans la sphère académique, parce que c'est de quelle sphère on parle quand on parle de débat. Il y a le débat dans le monde académique, il y a le débat dans le milieu politique, militant, associatif. Et donc, c'est quand même des champs qui interagissent, mais qui ont leur logique propre. Et ce qui nous a frappé en lisant un petit peu tout ce qui se faisait à l'échelle internationale, c'est la spécificité française se retrouve là d'abord dans le très faible investissement des milieux académiques français sur cette question de l'islamophobie. Contrairement au Royaume-Uni, contrairement aux États-Unis, contrairement à d'autres pays en Occident. Alors on n'a pas fait l'état de la littérature dans le monde arabe pour des raisons linguistiques essentiellement. Et ça mériterait d'être creusé, de voir comment cette question-là elle est traitée dans le milieu académique d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient, du proche Moyen-Orient ou en Asie. Mais pour revenir à la question de l'Europe et de l'Amérique du Nord, la première spécificité française, elle est là, dans finalement le très faible investissement de la question de l'islamophobie dans le débat académique. Une deuxième spécificité, mais là c'est sur la question des formes. Je veux dire, chaque société aborde la question de l'islamophobie d'une manière très particulière, liée à l'histoire, aux structures, à la vie politique, à la vie sociale de chacun de ces États. Dans le rapport entre minoritaire et majoritaire, on a à chaque fois, dans chaque espace, une manière très particulière de le lire. Donc il y a une spécificité en français de ce point de vue-là, comme il y a une spécificité britannique, canadienne ou états-unienne, pour parler que de ça. Mais à mon avis, je pense qu'on en discutera un petit peu plus tard, creuser cette question du faible investissement de l'islamophobie dans le milieu académique, c'est une question qui me semble fondamentale, qui renvoie à la question du déni.
du déni du phénomène, du déni du concept d'abord depuis 2003, du déni du phénomène ensuite, car ces deux aspects sont conjoints, qui renvoient également à l'offre de financement dans le milieu académique. Regardez, alors ça change ces dernières années, là ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. Les appels d'offres dans le milieu de la recherche pour les questions de l'islam, c'est pour traiter de l'islam qui pose problème, pour faire très rapidement, c'est-à-dire le radicalisme, le salafisme, ou l'institutionnalisation de l'islam en France. Donc c'est la question de l'islam comme problème posé à la France qui alimente un certain nombre de demandes des financeurs de la recherche. Par contre, l'expérience du rejet vécue par les musulmans en France n'a fait l'objet d'aucun appel d'offres spécifique, contrairement à d'autres formes de rejet un peu mieux traitées. Alors, affirmer qu'il y a une spécificité franco-française à l'islamophobie serait peut-être un raccourci intellectuel, mais pas seulement. En ce qui me concerne, juste quelques petits mots par rapport à la genèse de l'ouvrage, si vous me permettez. C'est que je suis parti d'un constat donc tout banal. L'islamophobie aujourd'hui est un fait parmi d'autres, donc qui souligne une montée de l'intolérance. Donc dire cela n'est pas un lieu commun. Donc il y a quand même aujourd'hui un certain nombre donc, de statistiques sur cette question-là, que ce soit donc au niveau des instances européennes notamment, mais on constate aussi qu'au niveau franco-français, il y a quelque part, le terme était utilisé par Marouane, un déni, non seulement sur le fait islamophobe, mais aussi sur le terme lui-même. Donc je ne reviendrai pas longuement sur toutes les polémiques qui ont alimenté la reconnaissance ou pas du terme islamophobie, mais effectivement, lorsque un certain ministre de l'Intérieur donc dit, je cite, encore une formule qui a été utilisée il y a quelque temps encore, la lutte contre l'islamophobie est le cheval de Troie des salafistes, cela en dit long. Donc j'ai envie de dire que tout simplement, effectivement, l'islamophobie aujourd'hui est un fait, mais au-delà de l'étymologie elle-même, ça dépasse simplement la peur primaire. Nous ne sommes plus simplement dans le registre de la peur. Nous avons, depuis quelque temps déjà, donc, tiré les sonnettes d'alarme en soulignant que nous ne sommes plus dans la peur primaire, donc, en tant que phobie d'une religion, d'une composante, mais nous sommes effectivement donc, dans le domaine du déni et du délit, simplement. Agression physique, profanation de lieux de culte, etc. Et j'en passe. Alors, juste un petit mot par rapport donc, à la genèse donc, du dictionnaire de l'islamophobie. Moi, j'ai tenu à ce que, effectivement, au vu d'un constat, ce livre s'adresse tout d'abord donc à un grand public, un public donc divers et varié. J'ai tenu simplement donc à l'aune des dérives sémantiques, à l'aune des discours politiques, voire politiciens et médiatiques, analyser un petit peu, décortiquer les propos des uns et des autres, et puis revenir un petit peu donc à ce qui fait la grandeur de notre pays, c'est-à-dire la diversité de ce pays, qui sont simplement les slogans donc, de la République, liberté, égalité, fraternité. Et j'ai pu, par exemple, parmi les entrées que j'ai traitées, celui de la laïcité. Dans elle, laïcité, j'expliquais comment, effectivement, donc, on peut s'interroger sur certains partis politiques extrémistes qui, dans leur propre genèse, dans leur histoire même, ont toujours opposé à ce beau concept de la laïcité, et qui, aujourd'hui, s'accaparent cette laïcité pour la manipuler, comme dirait donc Jean Bobéro, mais aussi pour l'instrumentaliser et pour cibler encore une fois l'une des composantes diverses et variées de notre pays, donc la France. Alors voilà, je pars d'un constat tout simple. Je souhaite que cet ouvrage s'adresse essentiellement à un grand public. Et à partir de 22 ou 23 entrées, j'analyse, je décortique et je ne propose pas, je n'ai pas de proposition de recette miracle, mais je dis que simplement, en conclusion, et c'est aussi un petit peu les conclusions donc, de certains nombres de grands témoins donc, à la fin de l'ouvrage, grands témoins qui sont divers et variés eux-mêmes, donc chrétiens, agnostiques, journalistes, politiques, etc., qui apportent leur contribution, leur éclairage, pour eux aussi, à leur manière, souligner le péril de cette islamophobie aujourd'hui, qui n'est plus simplement une islamophobie mineure, mais qui dérive vers simplement donc, une mise en danger de notre vivre ensemble, de notre cohésion nationale. Voilà, donc je m'arrêterai là. Merci. Je continue sur la question du déni. Il y a effectivement une spécificité française que, je veux dire, pour les gens qui travaillent dans le milieu, que les gens qui travaillent dans le milieu universitaire connaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail universitaire en France par rapport à d'autres pays, ou qu'il est beaucoup plus en retard. Mais il y a aussi en France un déni du phénomène lui-même. Est-ce que ce déni existe ailleurs ou c'est un phénomène français? C'est-à-dire, est-ce que le terme d'islamophobie est assez répandu ailleurs en Europe, je crois, mais est-ce qu'il y a le même déni ou qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le déni français?
pas dans le domaine universitaire, mais dans le domaine de l'opinion, des intellectuels, des politiques. La comparaison entre différents pays. Ça marche mieux. Ça marche mieux? Ouais. Oui, quand on met on, ça marche. Donc, je disais quoi? Oui, donc, la comparaison entre les pays, elle est compliquée. Dans le bouquin, au départ, on avait une ambition un peu démesurée de comparer différents pays européens, occidentaux, l'islamophobie, en s'appuyant sur les travaux existants. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la tâche comparatiste nécessitait des exigences d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue théorique beaucoup plus grandes que les capacités dont on dispose pour faire un livre comparaison globale de l'islamophobie dans les pays occidentaux. Donc du coup, le bouquin, il est essentiellement centré sur la France. Et sincèrement, on n'a pas véritablement pris à bras-le-corps cet enjeu de la comparaison entre les différents pays. Là encore, c'est un projet de recherche qui mériterait plein de réflexions sur même la définition de ce que c'est qu'un modèle. Donc souvent, on dit souvent que s'il y a une différence entre l'Angleterre et la France, c'est parce que la France, c'est le modèle assimilationniste de l'intégration, alors que l'Angleterre, c'est le modèle multiculturaliste. Et en fait, on se rend compte que d'un point de vue sociologique, la notion de modèle, elle est compliquée. Ça tend à homogénéiser un pays, ça tend à être un peu en décalage par rapport à la réalité, notamment dans la actualité très récente. Donc, si on prend le modèle britannique, multiculturaliste, il y a des tendances à la remise en cause de la politique multiculturaliste à la suite des attentats de 2005. Du 7 juillet, et un discours sur the British way of life qui ressemble beaucoup au discours assimilationniste français. Donc, surtout à partir du début des années 2000, on constate vraiment une convergence des modèles européens dans la manière d'appréhender la diversité religieuse. Donc, je peux donner un seul exemple, c'est la question de l'attribution de la nationalité. Donc il y avait un modèle français assimilationniste depuis 1927. Il y a une condition d'assimilation qui s'impose à tous ceux qui souhaitent obtenir la nationalité française, qui est encore là aujourd'hui. Mais l'introduction de questions relatives à la religion, ce n'est pas la France, c'est les Pays-Bas. En 2003, il y a l'introduction d'un questionnaire où on parle de Ben Laden, du 11 septembre, on parle de... Donc le modèle hollandais, qui pourtant était un des plus accueillants en Europe, etc., est devenu un modèle de plus en plus restrictif dans l'acquisition de la nationalité française, mais aussi pour la carte de résident, etc., avec en sous-entendu une population musulmane qu'il faut exclure. Autre exemple, l'Allemagne, où il y avait certains États, notamment celui du Bade-Württemberg, qui avait lui aussi des questionnaires, mais qui étaient adressés uniquement aux candidats ressortissants d'un pays de l'OCI, d'organisation conférence islamique. Donc on avait un questionnaire spécifique pour les ressortissants musulmans. Donc on a, ou supposés musulmans. Donc on a la différence du point de vue de la politique de nationalité, par exemple, entre la France et les autres pays, elle tend vraiment à disparaître. Donc voilà. Ensuite, sur la question plus spécifiquement de l'islamophobie, ce qui me semble important à souligner par rapport à la situation française, c'est que les débats sur le terme en lui-même, par exemple, sont assez analogues. On a eu une discussion après le rapport de Runnymede Trust en 1997 en Grande-Bretagne sur la pertinence de l'utilisation du terme islamophobie. Donc même des universitaires qui sont très favorables à l'égard des musulmans en général, qui disent le terme en lui-même n'est pas bon parce qu'il risque d'avoir une confusion entre stigmatisation des musulmans en tant que groupe social et critique légitime de la religion. Donc c'est pas Forrest qui disait ça, c'est pas l'équivalent de Forrest, etc. C'est des gens qui, comme Fred Halliday, qui a London School of Economics, etc., qui disait ça. Mais la particularité britannique par rapport à la France, c'est que le débat il était ouvert. C'est qu'il y a eu une discussion. Est-ce que finalement, il n'y a pas une disqualification totale du terme en lui-même, un bannissement
qui allait de pair avec une disqualification des acteurs associatifs qui luttaient contre l'islamophobie. En France, on a eu ça. On a eu un bannissement, et avec le bouquin, la promo entre guillemets qu'on a fait, on s'est rendu compte de la puissance prescriptrice du discours de Fourest et de Bruckner dans l'article en 2003, puisqu'il y avait des journalistes qui avaient même peur d'utiliser le terme islamophobie dans leur article. Donc, parce que le fait de dire ça, ça renvoyait à s'allier avec des gens comme du CCIF, etc. Donc Qatar et Ramadan, donc on Qatar. Donc Marwan Abdelali, pour faire vite, sont financés par le Qatar. Voilà, c'est ce type de disqualification qu'on a subi et qui révèle un peu la spécificité. Donc après la question, on peut faire un constat de la spécificité française. Maintenant, il faut l'expliquer. Comment l'expliquer ? Moi, il me semble que la spécificité française est liée aux caractéristiques des élites françaises et à la manière dont elles se pensent en tant qu'élite et à la manière dont ces élites pensent l'immigration. Du point de vue de la manière dont les élites se pensent, donc c'est pas un tout homogène. Il y a des oppositions idéologiques fortes. Voilà, il y a donc il ne faut pas avoir une vision caricaturale de ce que c'est que les élites françaises. Mais il y a l'idée, globalement, qu'elles ne se pensent pas comme des élites qui doivent prendre en compte des élites musulmanes. Contrairement à la Grande-Bretagne, par exemple. Mais là, c'est lié aussi aux caractéristiques des musulmans britanniques par rapport aux musulmans français, où l'émergence d'une classe moyenne, intellectuelle, bourgeoise, etc., musulmane, fait son trou. Non, ça existe, entrepreneurs, journalistes, etc., mais qui n'a pas encore intégré véritablement les grandes positions de pouvoir. Alors qu'en Grande-Bretagne, on a ça. On a ce type de positionnement de musulmans dans les instances du pouvoir. Et puis deuxième élément qui fait aussi la différence, c'est la manière dont les élites françaises conçoivent la pratique musulmane sur le territoire français. Donc il y a une croyance qui est largement partagée en l'assimilation, donc l'intégration-assimilation, et l'idée que les musulmans immigrés qui arrivent sur le territoire français doivent abandonner leurs pratiques religieuses musulmanes visibles pour avoir une place dans la société française. Donc c'est un discours égalitariste, mais égalitariste sous condition. Donc sous condition d'assimilation. Et c'est ce qui a été révélé par l'affaire de 89. Donc l'affaire du voile de 89, de Creil, c'était ça. On a un discours qui dit, notamment des filles, des jeunes filles, enfants d'immigrés postcoloniaux qui sont censés être l'avant-garde de l'intégration et qui se mettent à porter un hijab, donc pratique religieuse visible, ça a été perçu par une grande partie des élites politiques, médiatiques, etc., comme une trahison. Une trahison, et donc à ce moment-là, on a eu une redéfinition de ce que c'est que l'intégration. On est passé d'une intégration où c'est l'État, les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de créer les conditions d'intégration, économique, sociale, etc., à l'idée que l'intégration, c'est une responsabilité individuelle. Finalement, si des immigrés, enfants d'immigrés, etc., ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est de leur faute. Donc c'est ce renversement-là qu'on retrouve maintenant dans toutes les affaires qui sont relatives à l'islam. Sur la question de l'école, bien sûr, et là, il me semble qu'on a une spécificité française, c'est la traduction juridique de l'islamophobie. On n'a pas, en Grande-Bretagne, par exemple, une cour d'appel qui va remettre en cause un arrêt de la Cour de cassation, qui, du point de vue de la hiérarchie des institutions judiciaires, est supérieure. Ce qui est arrivé maintenant avec l'affaire Babilou, où la Cour de cassation avait été allée dans le sens de la victime, Fatima Afif. Donc elle avait le droit de porter le hijab dans une structure de la petite enfance. Et on a une cour d'appel, donc qui est un rang inférieur par rapport à la Cour de cassation, qui milite pour renverser l'arrêt de la Cour de cassation. Donc ça, c'est spécifique à la France, où on a, et là il me semble que c'est quelque chose qui est très présent notamment au Conseil d'État, c'est des gens, magistrats, qui sont des interprètes du droit et qui se mobilisent pour l'interdiction.
Donc on a eu bien sûr Rémi Schwartz, qui a joué un rôle déterminant à la commission Stasi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment s'appelle le gars un magistrat de la Cour d'appel de Paris, qui se mobilise aussi là-dessus. Donc on a des juristes qui sont pour un régime d'exception à l'encontre d'une partie des musulmans. Et ça, il me semble, c'est assez spécifique, la France par rapport à d'autres pays. J'ai envie de vous poser encore une question qui n'est pas directement dans ce que vous avez fait, mais qui est quand même un rapport. C'est le moment où cette islamophobie, le moment où l'islamophobie surgit à la fois en Europe et aux États-Unis. En gros, on peut le dater des début des années 80 et une espèce d'accélération avec les années 90. Une des choses qui, moi, m'avait frappé aux États-Unis, c'était un éditorial du New York Times, je crois, de 1993. C'était la menace rouge est morte, la menace verte arrive. Et j'avais à l'époque travaillé là-dessus et on sentait qu'aux États-Unis, avec la disparition de l'Union soviétique et la disparition de la menace communiste, toute une série d'institutions avaient vraiment besoin, et je ne dis pas d'ailleurs que c'était fait de manière consciente, mais toute une série d'institutions sécuritaires avaient besoin de créer un nouvel ennemi parce qu'il fallait justifier des budgets qui étaient des budgets colossaux et qu'on ne pouvait pas justifier s'il n'y avait plus d'ennemis. Et je me demandais, en Europe, où la dimension internationale existe aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu dans la création de dans cette fabrication de problèmes musulmans, quelque chose qui relevait des institutions elles-mêmes qui, notamment le ministère de l'Intérieur, ont besoin de justifier leur existence. Je ne sais pas s'il n'y a plus de menaces intérieures, s'il n'y a plus de menaces, mais pas seulement en termes de délinquance, mais en termes de menaces construites. Ça m'a toujours frappé quand on parle des musulmans, c'est de dire, ce terme, ils testent les défenses de la République, comme s'il y avait un énorme complot qui était organisé. Je veux dire, mais réellement, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui moi, me semble relever d'une vision policière. Est-ce que ça vous semble une appréciation juste ou non ou voilà. Peut-être ça fonctionne. Oui, bon, je m'entends pas. Peut-être 2 mots par rapport à ça. Je pense que la dialectique entre le national et l'international fonctionne globalement bien quand on analyse l'islamophobie, que ce soit en France ou aux États-Unis. Mais il faut quand même rappeler que avant la chute du mur de Berlin, aux États-Unis notamment, le premier problème musulman qui s'est posé pour la sécurité nationale et pour les logiques de politique était une logique de politique intérieure qui renvoyait au mouvement des Black Muslims. On a tendance à penser l'islamophobie aux États-Unis en le mettant en lien avec le 11 septembre ou même avec la chute du mur de Berlin, les guerres en Irak, etc. Mais avant ça, c'est d'abord dans une logique de politique intérieure, de construction d'une menace intérieure autour des Black Muslims, de l'émergence de la Nation of Islam, de l'émergence de la montée en puissance de Malcolm X à l'époque, de ces discours où finalement la question de l'islamophobie ou de l'islam comme problème public a été posée en lien avec la question du ghetto, la question des Noirs. Donc c'est un point qui me semble important, même si, bien sûr, la question des liens entre, par exemple, Malcolm X et des mouvements altermondialistes, les mouvements des États communistes, etc., ou des pays arabes, a été posée et alimenté un petit peu tout le regard du gouvernement américain sur l'islam, était présent. Mais c'était d'abord une question intérieure. En France, pour la période contemporaine, bien sûr, on ne peut pas résumer les rapports entre la France ou l'Europe de manière générale avec l'islam et la présence musulmane à la période actuelle, mais restons sur la période récente. Quel est un des moments fondateurs? C'est début des années 80, les grèves ouvrières à Aulnay, à Peugeot-Aulnay et à Talbot-Poissy. Donc on est en 84, printemps 84, et on a... c'est important de se rappeler de cette histoire-là, et le travail de Vincent Gay, la thèse de Vincent Gay est vraiment importante et elle nous a alimenté dans notre travail pour cet ouvrage-là.
pour rappeler comment on peut articuler le national et l'international et la vision sécuritaire, comment elle peut s'imposer, c'est des grèves ouvrières liées à un projet de restructuration, un plan social avec des licenciements massifs. À l'époque, il fallait l'autorisation du gouvernement pour que ces grandes entreprises puissent licencier. Le gouvernement, c'était un gouvernement socialiste dirigé par Pierre Mauroy. Donc voilà le contexte. Quelles sont les revendications? Des revendications classiques. Le maintien des emplois, l'amélioration des conditions de travail, etc. On est dans un conflit social classique avec des faits un peu particuliers. C'est que les ouvriers qui se mobilisent le plus sont des ouvriers maghrébins qui sont visés par les licenciements de masse et qu'un certain nombre de syndicalistes qui sont pour l'essentiel d'origine rurale et marocaine parlent en arabe, en tout cas mobilisent les ouvriers en arabe avec des expressions telles que « Inch'Allah, on va gagner bon, »,« Inch'Allah », ou bien des mots en arabe pour encourager la CGT qui était mobilisée, en tout cas à Poissy, auprès des ouvriers maghrébins. Et il y a cette revendication de salle de prière qui a été quelque chose qui a été déterminant. Cette revendication de salle de prière, elle s'inscrit dans des demandes sociales des ouvriers maghrébins sur le modèle de ce qui s'était passé dès 1976 à Renaud-Billancourt. C'est-à-dire à Renaud-Billancourt, le patronat avait accepté de mettre à disposition une salle de prière pour les ouvriers maghrébins. Pourquoi ça a été accepté? Mais parce qu'il y avait l'idée que ces ouvriers étaient des ouvriers de passage, qu'ils étaient étrangers, qu'ils n'avaient pas vocation à s'installer durablement et qu'il fallait qu'ils aient la possibilité de pouvoir prier. Donc c'est cette revendication-là, en référence à Renaud-Billancourt, apparaît à Peugeot et à Talbot, Poissy-Aulnay. Ces éléments qui sont des faits tangibles ont été utilisés à l'époque par le patronat d'une part, le ministre du Travail, Jean Roux, par Gaston Defferre, à l'époque qui était à l'intérieur, pour en faire un problème religieux, un problème musulman. C'est-à-dire que ce n'était plus un conflit social classique, mais des grèves saintes. Et je reprends les mots de Gaston Defferre qui a fustigé des grèves saintes, intégristes, chiites. Je termine par chiites, d'abord pour dire que vous savez très bien que les ouvriers marocains ruraux sont loin d'être chiites, la première des choses, mais surtout qu'on est quelques années après la révolution en Iran. Et là, on a un exemple de dialectique politique entre l'international et le national. On va chercher, parce que la révolution iranienne est dans tous les esprits, on utilise ce terme chiite pour disqualifier un conflit social et des demandes qui peuvent être considérées comme des demandes classiques. Et c'est ça, au fond, l'islamophobie. Et c'est en ça qu'il y a vraiment cette dialectique entre le national et l'international. C'est qu'au fond, l'islamophobie est un processus d'altérisation absolue, de racialisation absolue, qui s'appuie sur le signe religieux, en ce sens que le signe religieux explique tout s'agissant des musulmans. L'islam explique tout s'agissant des musulmans. Et on réduit l'agir social, le comportement des individus à une essence religieuse. C'est ça le nœud, le noyau de l'islamophobie. Et c'est pour ça qu'on va demander des comptes à des musulmans français sur ce qui se passe le 11 septembre aux États-Unis, ou ce qui peut se passer à Londres, ou ce qui peut se passer à Nairobi. C'est au nom de cette vision-là, qui considère la partie comme le tout et le tout comme la partie, que l'islam et que ce qui se passe au fin fond du Moyen-Orient concerne le voisinage des quartiers populaires. C'est un point qui est fondamental parce que c'est cette forme d'essentialisation, tout comme au XIXe siècle l'essentialisation du juif, tout comme, ça me fait penser à ce texte de Sartre et à cette phrase de Sartre qui dit finalement c'est l'antisémite qui fait le juif. Le juif, une espèce de corps homogène. C'est l'islamophobe qui fait le musulman. C'est-à-dire qui efface toute pluralité d'un groupe social, toute pluralité identitaire, parce que les identités sont plurielles. En tout cas, c'est ce que montre un certain nombre de chercheurs et d'études en sciences sociales. Donc je reviens et je m'arrête là sur cette question de l'articulation entre le national et l'international, parce qu'il va s'articuler à quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, c'est l'idée de complot. C'est l'idée de complot, c'est-à-dire que ce lien est fait à partir d'une modalité qui est l'idée de complot, de conquête, de grand remplacement. Alors vous avez des versions un peu hasardeuses de cette théorie du grand remplacement, et vous avez des versions qui sont diffusées par des démographes de l'INED très connus et qui déplorent la fin du modèle d'assimilation en parlant de réislamisation par le bas. Bon, je m'arrête là.
Kamel. Juste très rapidement pour rebondir sur ce que disait Marouane à l'instant. Bon, il a très bien démontré, on est dans une logique d'ethnicisation des problèmes sociaux. Ça me paraît donc élémentaire. Mais juste un petit point. Donc, tout à l'heure, donc Abdelhaï l'a souligné. Il a parlé de spécificité franco-française, donc caractéristiques donc des élites, manière dont ces élites donc conçoivent la pratique islamique, régime d'expression, etc. Sur le plan juridique. Mais moi, j'ai envie de dire aussi qu'il y a quand même un aspect qui est fondamental dans cette affaire-là. Si spécificité franco-française il y a, c'est celui donc du poids de l'histoire. Car quelque part, on reste tous un petit peu, à notre présent, reste tributaire un petit peu de notre passé. Alors, très rapidement, donc, sans même évoquer donc, le premier appel de Clermont donc, en 1095 par Urbain II, donc le premier lancement donc, des croisades, puis les 7 croisades qui s'en suivent. Mais bien avant, 732, bien sûr, donc, lorsque les musulmans donc, sont chassés donc, effectivement, donc, du sud de la France, donc, à Poitiers. Il y a quand même toujours eu des liens très forts sur le plan culturel et commercial donc, entre cet Occident et cet Orient si proche, mais en même temps si lointain et si méconnu. Alors, dire aujourd'hui, poser le postulat que l'islam serait donc une nouvelle religion en France, c'est quelque part déjà partir sur un postulat donc à la base erroné. Donc, l'islam en tant que tel, les musulmans en tant que tels, ont depuis des siècles vécu en France. Et il y a des liens très forts à ce niveau-là. Mais je pense aussi, j'ai aussi en mémoire, par exemple, cette approche un petit peu spécifique franco-française de l'histoire, notamment dans sa grande tâche effectivement colonisatrice. Hein. L'Angleterre a été effectivement donc mentionnée, ce grand empire où le soleil ne se couchait jamais, mais c'est un peu pareil pour la France aussi. Je pense notamment au Code de l'indigénat, par exemple, qui a prévalu en Algérie dans les années 1880 pendant très longtemps, jusqu'à l'indépendance, où il y avait effectivement donc les citoyens français et puis les sujets français. Alors là aussi, peut-être que la France doit regarder avec beaucoup plus de sérénité, doit pouvoir à un moment donné effectivement donc exorciser un petit peu ces passés donc récents et plus lointains sur la question par exemple de l'égalité, sur la question de la laïcité. J'ai pour exemple, uniquement sur l'Algérie. Quand on parle de laïcité, il y avait donc ce qu'on appelle donc l'Assemblée des Oulama musulmans d'Algérie. Je cite 2 noms qui pourront peut-être parler pour certains d'entre vous, Ibn Badis et puis Bachir Ibrahimi, qui ont, durant leur vécu, se sont toujours battus bec et ongle pour l'application stricte de la laïcité en Algérie. Ce qui leur a toujours été refusé, y compris par un certain Jules Ferry, grand défenseur de la laïcité et de l'école, comme vous le savez. Donc là aussi, il y a des questionnements très forts. Donc qu'aujourd'hui, la République, sous ses belles valeurs de liberté, égalité, fraternité, doit pouvoir exercer. Je fais souvent le parallèle entre les États-Unis qui ont su faire un petit peu, un tant soit peu, exorciser donc, leur histoire très, très forte avec le Vietnam, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, entre la France et l'Algérie, pour des raisons bien sûr évidentes. Mais l'histoire est aussi effectivement donc on va dire sa grille d'analyse qu'aujourd'hui nos politiques se grandiraient effectivement donc à étudier d'une manière plus sereinement. Donc le poids de l'histoire bien sûr, l'aspect juridique bien sûr, mais juste pour terminer, je ne suis bien sûr pas de ceux qui disent que l'islamophobie est une nouvelle forme d'intolérance. L'islamophobie n'est pas nouvelle. Vincent Jasser, comme d'autres l'ont traité il y a maintenant plus d'une décennie. L'islamophobie n'est pas nouvelle de par son histoire, mais peut-être qu'il y a de nouveaux ressorts de l'islamophobie auxquels nous assistons aujourd'hui, une certaine forme de banalisation qui fait que si nous n'y prêtons pas attention aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui un petit peu se profiler, ce sont tout simplement les valeurs de cohésion, de vivre ensemble qui seront véritablement mises en danger donc, aujourd'hui sous la Ve République. Non ? Oui, ça marche. Juste pour rebondir là-dessus, sur la dimension coloniale. Moi, je sais beaucoup, je ne sais pas, mais je ne connais pas assez entre les gens qui disent le poids évidemment de la colonisation française en Algérie ou britannique est très important, et en même temps, cette islamophobie, elle touche des pays qui n'avaient rien de coloniaux. Je ne sais pas si c'est tout à fait tant, mais je veux dire, là, ça revient au début de la question de la spécificité française, c'est-à-dire finalement, à part cet aspect de la laïcité et, je dirais, un peu des élites, on n'a pas l'impression qu'il y a un phénomène particulièrement français, ou bien il y a un phénomène particulièrement français qui est alors là lié à la colonisation, la laïcité, etc.
sur le lien entre la période coloniale et la période post-coloniale, c'est compliqué. Tout dépend de quoi on parle. Si on s'intéresse aux représentations de l'islam, des musulmans, ce qu'on a essayé de faire dans le... C'est moi qui fais ça ou donc, si on s'intéresse aux représentations, donc ce qu'on essaie de faire dans un chapitre, on a essayé de voir comment étaient construites les représentations de l'islam et des musulmans, en gros du Moyen-Âge à nos jours, en s'appuyant bien sûr sur les travaux existants. Donc on n'a pas la capacité de faire tout ça nous-mêmes. Et la conclusion qu'on en tire, c'est qu'on a des constructions qui se font en fonction des périodes, et chaque période imprime une marque particulière dans la manière de se représenter l'islam et les musulmans. Donc ça révèle plus l'état ou plutôt ce que pense ou la position de la personne qui représente, que bien sûr la représentation en elle-même, qui est tronquée. Et d'une période à l'autre, on se rend compte qu'il y a des transferts, mais des moments, il n'y a pas de transfert. Donc, pour vous donner un exemple, la question de la sexualité des musulmans. Donc, du temps du Moyen-Âge, on a l'idée que du côté musulman, il y a une sexualité débridée, c'est la figure du harem, de la polygamie, etc. etc. Cette image-là est mise en opposition avec le puritanisme, l'Église catholique, etc. Dans la période coloniale, du temps de l'orientalisme, on retrouve une image qui est ambiguë. On retrouve à la fois l'idée de sexualité réprimée, donc il faut aller sauver les femmes qui sont réprimées, qui sont opprimées par les hommes, il faut leur enlever le voile, etc. Mais il y a aussi une sexualité débridée, parce que tous les mythes du harem, la polygamie, se retrouvent aussi du temps de l'orientalisme. Pour la période postcoloniale, on se rend compte qu'il y a une figure d'inversion. C'est-à-dire que la sexualité opprimée, elle est du côté musulman, la figure donc de la burqa, niqab, les afghans, etc. Alors que la sexualité plutôt débridée ou la libération sexuelle est du côté européen. Donc on voit à travers le même thème, d'une période à l'autre, il y a un révélateur des transformations de la société européenne, puisque ça correspond au succès des revendications féministes, homosexuelles, etc. Donc du coup, ça imprime une manière particulière de se représenter l'islam et les musulmans. Et c'est ce qui explique que certains auteurs parlent de fémo-nationalisme, d'homo-nationalisme. C'est-à-dire qu'on a j'ai entendu un Allahu Akbar. Ah ouais. Ouais. Selon Finkielkraut, c'est un cri de guerre. Donc, je savais pas que c'était un conseil de guerre ici. Donc je disais qu'on a des moments où ça se reproduit, des moments où ça se reproduit pas. Autre exemple, c'est la figure du violeur arabe, musulman, qui était très présente en Algérie, dans les chansons populaires françaises, même dans le discours journalistique. Il est très présent dans les années 60, 70, mais il est beaucoup moins présent aujourd'hui. Mais il y a un amalgame avec en même temps avec tout le thème du garçon arabe, qui est donc celui qui fait les tournantes, qui est antisémite, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas de continuum, il n'y a pas de reproduction à l'identique, mais il n'y a pas non plus une fracture nette. En gros, c'est compliqué. Bon, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est la réalité. Dire que c'est compliqué, mais en fait, c'est ça. Et du coup, après, la question qu'on peut se poser, c'est la reproduction du point de vue juridique. C'est quelque chose que j'ai traité par rapport au droit de la nationalité. Donc, comme tu le disais, il y avait un régime juridique spécifique du temps des colonies. Et comme vous le savez, sûrement, en Algérie, il y avait deux statuts. Donc, il y avait des nationaux non citoyens, donc les musulmans et les femmes aussi, européennes, qui n'avaient pas la citoyenneté, et les nationaux citoyens, les hommes, les colons. Donc, on a un régime juridique d'exception qui est fondé sur l'appartenance religieuse. Et même si un musulman se convertissait au christianisme, ce qui est arrivé, ça ne lui donnait pas la possibilité de déroger au régime de l'indigénat
et d'avoir accès à la citoyenneté. Ce n'était pas garanti. Donc il y a la Cour d'appel de Paris qui a fait un arrêt en 1901 ou 1906, c'est connu, qui parle de la catégorie musulman-chrétien. Donc on est musulman-chrétien. Parce que musulman, c'est une catégorie raciale, et chrétien, c'est ce que le musulman pense. Voilà. Donc on a une racialisation du terme musulman, où ça devient une race. Et donc on pouvait passer de l'un à l'autre, juridiquement, enfin officiellement, à partir du Senatus Consul de 1865, dès lors qu'on renonçait au statut personnel musulman. Donc c'était vrai pour les juifs comme pour les musulmans. Après, pour les juifs, il y a eu le décret Crémieux de 1870 qui a fait une naturalisation collective. Mais pour les musulmans, c'était ça, c'était un truc individuel. Et donc la question du renoncement au statut personnel, c'était central. Il fallait basculer en gros de la charia jusqu'au code civil. Et c'est ce qui a justifié la séparation entre nationaux musulmans, non-citoyens et le reste. Période postcoloniale. On a des gens, si on prend des Algériens, qui sont ressortissants d'un État et qui ont une nationalité. Lorsqu'ils demandent la nationalité française, il y a une question qui se pose. S'ils ont une double nationalité, est-ce qu'on peut accepter qu'une même personne ait une nationalité française donc qui dépend du code civil et en même temps une nationalité algérienne avec un statut personnel qui est fondé entre autres sur le statut personnel musulman? C'est des questions qui se posent. Donc une des questions qui s'est posée par exemple à la sous-direction des naturalisations, il y avait un problème par rapport à la polygamie. Est-ce que quelqu'un qui était marié sous le régime polygamique dans un pays musulman pouvait obtenir la nationalité française? Donc là, les pratiques de la sous-direction consistaient à dire on refuse. Donc, dès lors qu'il y avait un acte de mariage où il était mentionné les époux font l'option du régime polygamique, ça veut dire que le couple pouvait, plutôt l'homme, pouvait prendre une seconde femme. Donc dès lors que cette option était possible, on a eu donc jusqu'en 1994 un refus systématique de tout, notamment de tous les candidats où cette option était mentionnée dans le contrat de mariage. 1994, un arrêt du Conseil d'État qui dit c'est illégal. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas un régime juridique en soi, ce qui compte, c'est l'état de fait. Est-ce que le couple est oui ou non en régime polygamique et pas simplement l'option? Donc là, on voit que ce qui avait justifié l'exclusion avec cette histoire de régime polygamique est fondé sur une logique selon laquelle il existerait une nature de polygame. Et ça, c'est la logique coloniale. 1994, on dit ce qui compte, ce n'est pas la nature de la personne, mais son état, ce qu'elle fait. Et donc on a une reproduction de la logique coloniale jusqu'en 1994. Donc voilà un peu un exemple de comment la colonisation peut imprimer des textes, des pratiques et déboucher sur l'exclusion de plusieurs milliers de personnes sur une trentaine d'années de la nationalité française. Donc de manière générale, quand on s'intéresse à la période, du lien entre période coloniale et période postcoloniale, il faut s'intéresser certes aux représentations, mais il faut aussi s'intéresser aux pratiques. Là, j'ai parlé de la nationalité, mais je pourrais aussi vous parler des pratiques d'attribution de logements sociaux. Où là, il y a tout un truc, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, sur le seuil de tolérance, etc. Donc, qui s'est appliqué en France jusqu'à très récemment, mais encore aujourd'hui, je pense, chez certains bailleurs sociaux. Donc c'est comme ça que nous, on voit un peu la question du lien entre période coloniale et période postcoloniale. Puis juste un mot, là encore, pour pas trop monopoliser, sur la question des services secrets. Donc il y a eu un étonnement lorsqu'on a fait le bouquin, parce qu'en gros, un des principaux objectifs du livre, c'est de présenter la littérature existante, un état de la recherche sur l'islamophobie, et il y a très peu de travaux sur les services de renseignement. Très peu sur la manière dont eux construisent la menace musulmane. Donc il y a le discours qu'on tient d'habitude sur, voilà, on est passé de la menace rouge à la menace verte, etc. En France, le seul qui a travaillé dessus, c'est Laurent Bonelli, donc qui a travaillé sur les RG, sur la DST, etc. Et ce qui me semble important, c'est de voir
comment la manière de penser du service de renseignement s'est construite et comment cette manière de penser, cette vision policière, s'est propagée dans la société. Voilà. Donc sur la production d'une manière de penser, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous renvoie au travail de Bonelli, mais sur la question de la transmission, il me semble que ce qui est en jeu, c'est la manière dont le champ médiatique fonctionne et la dépendance des médias à l'égard des sources policières. Donc vous savez, la question des faits divers, les fuites, au niveau de la police, au niveau de la justice, etc., fait que les journalistes ont un besoin important de liens avec des services de renseignement, de justice, de police, etc. Or, ce lien constant, donc il y a certains chercheurs qui parlent même de coproduction de l'information entre police et journalisme, fait que des catégories policières vont se propager dans le champ médiatique. Et c'est ce qui fait que, par exemple, indice de radicalisation, donc il y a même des manuels pour connaître les critères de radicalisation. Donc il y a des gens des RG qui vont dans des quartiers, qui comptent le nombre de paraboles, indice de radicalisation, qui comptent le nombre de niqab, le nombre de hijab, etc. etc. Et ensuite, on fait un indice chiffré de radicalisation par quartier. Voilà. Et donc ce type de perception de la réalité se transfère ensuite chez les journalistes, mais et qui voient les paraboles comme quelque chose d'horrible, qui voient le niqab, le hijab comme quelque chose d'horrible aussi, etc., etc. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important, il me semble, lorsqu'on veut, on propose une sociologie de l'islamophobie. Donc on ne parle pas de l'islam, on ne parle pas des musulmans. Enfin, on en parle, mais dans la manière dont ils sont construits par d'autres. Et si on veut comprendre, faire une sociologie de l'islamophobie, il faut savoir comment fonctionne la police, comment fonctionnent les journalistes, comment fonctionne le champ juridique, etc., etc. Et il nous semble que c'est vraiment un révélateur de l'état de la société. Très rapidement, juste pour illustrer un petit peu mon propos, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais à l'instant, Abdelali. Je suis effaré par le degré d'ignorance de nos politiques, de nos responsables, et en plus haut lieu sur la question de l'islam. Je vous donne juste une petite anecdote, mais qui est en soi assez symptomatique et révélatrice. Il y a quelques années, donc j'étais en charge, j'avais été donc nommé directeur de l'aumônerie musulmane de la marine nationale française. Donc c'était le premier poste en l'occurrence. La France a dû faire aussi rattraper un petit peu son retard en la matière, puisque comme vous le savez, les aumôneries catholiques, protestantes, israélites, ont été instaurées par Napoléon. Il y a déjà quelques temps de cela. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un décalage sociologique entre la présence du fait musulman donc dans les armées, et puis, effectivement, un certain nombre de personnels, donc militaires, officiers, terre, air, mer, gendarmerie nationale, qui avaient aussi des demandes et auxquelles il fallait répondre. Donc, une aumônerie a été créée. Donc, j'ai été sollicité, j'ai souhaité effectivement répondre positivement, et j'y suis resté 2 années. Mais juste pour illustrer mon propos, par rapport au degré d'ignorance. À l'époque, la France était ce qu'on appelle en OPEX, en Afghanistan. Il y avait eu un fait un petit peu déplorable, c'est que le Coran en Afghanistan avait été profané. On va dire, pour faire court, les talibans sur place avaient incriminé les autorités françaises militaires sur place. Réunion d'urgence à l'état-major des armées, pas loin d'ici d'ailleurs, bunkérisé, etc. Donc je suis effectivement sollicité pour apporter entre guillemets mon expertise théologico-sociologique sur la question. Alors vous imaginez effectivement tout le parterre de amiraux, DCRI, renseignements généraux, etc. Et on me pose la question suivante, on m'évoque effectivement le problème, le Coran a été profané, les forces adverses nous incriminent, nous devons préparer des éléments de langage pour répondre. Que devons-nous répondre sur place pour rassurer la population afghane? Alors je demande, je pose des questions précises, alors expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
le Coran, donc sur place, en anglais et en français, donc a été profané. J'ai dit, mon amiral, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de profanation. Comment cela? Ah non, mon amiral, sachez, amiral, avec tout le respect que je vous dois, le Coran, sur le plan purement théologique, le codex, le corpus coranique, sa sacralité ne passe que par la langue arabe. Tout ce qui est traduction, quelle qu'elle soit, n'est pas le Coran. Donc le problème est résolu. Vos éléments de langage s'appliqueront non pas sur la base de profanation, mais sur la base d'une traduction d'un Coran qui n'est pas le Coran. Mes interlocuteurs que j'ai vus en face étaient effarés. Comme si, effectivement, je venais moi-même avec la révélation du Coran, alors que le Coran a été révélé 14 siècles auparavant. Voilà. Donc c'est dire, simplement, cette anecdote pour illustrer mon propos, à savoir que le degré de méconnaissance en France, dans ce pays des droits de l'homme, dans ce pays dit de la culture, de la part de responsables en plus haut lieu sur ces questions très sensibles, reste aujourd'hui quelque chose qui m'interpelle véritablement. Voilà, donc voilà. C'est dire. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que vous vous souvenez que notre ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avant d'être élu président de la République, avait été interrogé sur Al-Qaïda. On lui demande si c'est sunnite ou chiite, et il répond chiite. Le type qui est en principe responsable de la lutte antiterroriste, etc., et qui ne sait pas faire la différence. Et l'autre chose, c'est... moi, peut-être je surestime, mais les origines policières de tout ça. C'est-à-dire que même pour les maires, ce n'est pas seulement les journalistes, même pour les maires dans une ville, savoir qu'est-ce que c'est leur musulman, en général, ça passait par les RG, ça passait par... Et effectivement, ça passe à travers... Il ne faut pas... C'est-à-dire, les services ne fonctionnent pas avec... c'est pas qu'ils veulent nuire aux musulmans, c'est leur manière de penser, c'est une manière de penser en complot, de menaces, etc. Ils ont fait comme ça avec les communistes, avec l'extrême gauche, et maintenant, ils le transposent simplement sur les musulmans. Avant de passer la parole à la salle pour les questions, j'ai une dernière question c'est le rapport, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'antisémitisme ? Est-ce que le parallèle de dire, finalement, nous vivons une crise maintenant qui est dans le monde européen, en tous les cas, qui est équivalente à celle des années 30, crise économique, sociale, etc. On voit surgir des nouvelles forces qui, aujourd'hui, situées à l'extrême droite, mais qui ne sont plus du tout des forces antisémites, c'est des forces qui se réclament de l'islamophobie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux situations même, bon, je ne vous demande pas de répondre sur l'ensemble, mais peut-être sur tel ou tel aspect, parce que c'est quand même une question qui vient. Je vais bien commencer en traitant un aspect du sujet, parce qu'on a un chapitre sur antisémitisme et islamophobie, dans lequel on essaye de voir comment est-ce que finalement la construction du phénomène, comment la construction du problème juif, comment à la fin 19e, notamment au 19e siècle, comment l'émergence de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là pour comprendre la construction d'un problème musulman aujourd'hui. Donc ce n'est pas un exercice de comparaison à l'identique, on est dans des situations historiques très 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 différentes, on manie aussi de la matière inflammable en termes de sujets, parce qu'ils sont passionnels, tant l'histoire elle est brûlante sur ces sujets-là, mais on a essayé froidement de voir comment finalement les historiens, d'autres sociologues, des politistes avaient traité de la comparaison entre antisémitisme et islamophobie, parce que ça a été traité, il y a des très bonnes thèses sur ce sujet-là. Alors, il y a deux manières d'appréhender le sujet. C'est d'abord de faire une histoire, une analyse des représentations, de voir finalement comment est-ce que ces populations ont été racontées, décrites, dessinées, caricaturées, et de voir comment finalement les choses se sont passées à travers l'histoire. Alors il y a eu pas mal de travaux, je pense que vous connaissez ceux d'Edward Said, qui sont assez connus sur cette comparaison-là, mais on voit que finalement la construction du problème juif repose, et la construction du problème musulman repose sur des choses assez similaires. Altérisation, racialisation d'une population, l'idée du complot,
le complot juif mondial d'un côté, l'idée du complot intégriste musulman actuellement, donc cette articulation avec une pensée complotiste. La question des caricatures au niveau des perceptions, regardez un petit peu les caricatures des musulmans ou de l'intégriste entre guillemets aujourd'hui et les caricatures des juifs début XXe siècle, vous trouverez des traits physiques communs. Le nez crochu, le regard un petit peu vicieux, les oreilles décollées, la place du cochon, le jeu entre le pur et l'impur dans le dessin. Donc vous avez des manières de présenter comme ça les populations musulmanes ou à l'époque les populations juives qui ont fait dire, je crois c'est à Édouard Saïr, non c'est Renan, tu m'éclaireras, là j'ai un trou de mémoire, qui a fait dire à un certain nombre d'intellectuels qu'il y avait une hypothèse sémite derrière ça, dans la manière de caricaturer les uns et les autres et au fond finalement les ressemblances dans la manière de les présenter. Abdelali, tu compléteras parce que là j'ai un trou de mémoire. L'autre point qui semble intéressant, c'est de montrer finalement comment, je veux dire, toute l'architecture des discours, les points communs entre les uns et les autres. Donc, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Je vais pas les détailler comme ça. Enfin, je vais pas les détailler tous ensemble. Et puis, il y a surtout une histoire commune. Et là, on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire. Il y a surtout une histoire commune. Je sais qu'hier soir, il y a un film qui n'est pas inintéressant, réalisé par Karim Misquet, qui est passé sur Arte, Juifs et musulmans. Donc, moi, j'attends de lire, finalement, de compléter ce film-là avec des travaux d'histoire pour avoir une vision un peu complète. Et je me limite rarement à un film. Mais Karim Misquet arrive à bien montrer, finalement, tout ce destin commun à travers l'histoire, notamment l'histoire de l'Europe, entre ces deux populations. Dernière chose, et puis je laisserai Abdelali compléter sur la question de l'histoire sociale, en tout cas des conditions socio-économiques d'émergence de l'islamophobie et de l'antisémitisme, c'est comment aujourd'hui, et là je reviens sur la période actuelle, comment finalement ces rapports-là jouent sur les mobilisations ou non du mouvement antiraciste français. C'est quelque chose qui nous a quand même assez surpris en lisant finalement des textes sur l'antiracisme, en regardant l'histoire de l'antiracisme, on regardait les clivages de l'antiracisme, pas seulement depuis la loi de mars 2004, la loi sur l'interdiction des signes ostensibles, comme ils ont été appelés, c'est-à-dire l'interdiction du foulard à l'école publique, mais dans le primaire et le secondaire, mais plus la question de, comment dire, du conflit israélo-palestinien, de la place du conflit israélo-palestinien dans les mobilisations ou non sur l'islamophobie. C'est quelque chose qui nous a semblé évident au fur et à mesure de nos lectures, c'est que l'un des ressorts du déni de l'islamophobie, l'un des ressorts de la disqualification des acteurs de l'islamophobie vient du fait que ces acteurs-là sont aussi très mobilisés pour la cause palestinienne. Et ça, il y a un problème d'alliance politique de manière générale qui se pose pour un certain nombre d'acteurs antiracistes qui se rangent pour certains plus du côté du soutien à l'État d'Israël que d'autres par rapport à un soutien beaucoup plus affirmé à la cause et aux revendications palestiniennes. Sur la comparaison antisémitisme-islamophobie, c'est bien que tu poses la question parce qu'on a été étonné du peu d'écho de ce chapitre dans la manière dont les médias ont traité le livre. On pensait qu'on allait se faire descendre en osant la comparaison entre antisémitisme et islamophobie. Donc on se demande s'ils l'ont lu ou pas. Oui. Donc, Donc du coup, on a essayé, on marchait sur des œufs, parce que à la fois l'antisémitisme, à la fois l'islamophobie, c'est deux gros morceaux qui mériteraient, la comparaison en elle-même mériterait un travail en soi, qui prendra beaucoup de temps, etc. Donc, surtout si on s'intéresse à plusieurs périodes. Donc, on a quand même essayé de faire quelque chose à partir des travaux existants, et puis on a essayé aussi de proposer aussi quelque chose, de voir quel apport on pouvait apporter. Et donc, comme le disait Marwan, on a essayé de suivre deux pistes. Donc, la première, c'est celle des représentations.
bon, je ne reviens pas là-dessus. Juste compléter ce que disait Marwan, c'est par rapport à la manière dont ce que le philosophe Gil Anidjar appelle la pensée européenne. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, donc c'est ce qu'il démontre bien dans son livre qui s'appelle The Jew, the Arab, History of the Enemy, il montre que jusqu'à très récemment, dans la pensée européenne, le juif et le musulman font partie de la même menace. Donc dès le Moyen-Âge, par exemple, donc, on cite aussi l'historien Carlo Ginzburg qui montre bien ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les juifs qui vivent sur le territoire européen sont accusés de faire alliance avec les musulmans. Et donc, on a un ennemi intérieur qui s'allie avec l'ennemi extérieur. La période coloniale, orientaliste, c'est bien sûr le texte de Renan, tout le travail de Renan sur la notion de sémite. Le sémite, c'est à la fois le musulman et le juif. Et donc, lorsqu'il parle de race arriérée, qui n'est pas complète, etc., ça vient à la fois les juifs et les musulmans. Donc, on a ce discours-là dans la pensée européenne qui a pu se traduire dans les faits, juridiquement. Par exemple, si on prend la période coloniale en Algérie, jusqu'en 1870, il y avait un statut spécifique pour les juifs et musulmans fondé sur cette idée qu'il y a une race juive, qu'il y a une race musulmane différente. Donc le décret Crémieux, 1870, c'est le produit d'une mobilisation d'Adolphe Crémieux, de l'Alliance israélite universelle, des élites juives locales qui ne veulent pas être associées aux musulmans locaux, etc., etc., pour remettre en cause cette association avec les musulmans. Et finalement, le discours antisémite, il cherche quoi? Il cherche à réorientaliser les juifs, à les remettre du côté des sémites. Donc ce qui est contesté par les antisémites, c'est d'intégrer les juifs dans la race blanche. Donc on veut les exclure de la race blanche. Donc cette dimension-là, elle est centrale dans le travail de Gil Anidjar. Et la dissociation qui se fait entre juifs et musulmans opère véritablement après la Seconde Guerre mondiale, avec la normalisation de la présence des juifs en Europe, où en gros, mis à part quelques antisémites néo-nazis, etc., il n'y a plus dans l'espace public de remise en cause de la présence des juifs sur le territoire européen. Voilà, il y a une normalisation qui s'est faite. Et c'est là qu'il y a une deuxième piste qui est intéressante, il me semble, c'est d'analyser l'antisémitisme comme l'islamophobie du point de vue de la position sociale des juifs et des musulmans à un moment donné de leur histoire. Donc la question qui se pose, c'est comment expliquer la montée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle dans les pays européens, antisémitisme racial. Et donc là, on s'appuie sur les travaux pionniers qui est différent de l'historiographie sioniste, parce qu'en fait, l'historiographie sioniste de l'antisémitisme définit l'antisémitisme comme quelque chose, comme une haine millénaire qui a toujours été là et qui apparaît pendant les moments de crise avec une dimension épidémique, et c'est quasiment un phénomène naturel. Il y aurait une Europe intrinsèquement antisémite, et ça apparaît, ça disparaît, etc. Nous, on se situe plus du côté de Hannah Arendt, qui, dans le premier tome des origines du totalitarisme, donc un livre qui est globalement bon, notamment, sauf sur la partie sur Marx, où là, elle dit des choses un peu qui ne sont pas contextualisées, etc. Mais tout le reste, avec le peu de documents dont elle disposait à l'époque, c'était vraiment très fort. Et pour le faire vite, la montée de l'antisémitisme est analysée à l'aune d'un refus de l'égalité. C'est-à-dire que c'est au moment même où les juifs européens accèdent à des positions de pouvoir, donc s'intègrent, s'assimilent dans les sociétés européennes, que l'antisémitisme devient de plus en plus virulent et que ça devient l'opinion la plus partagée dans l'opinion européenne. Donc il y a un lien entre la position sociale, l'ascension sociale et la concurrence par rapport à des positions de pouvoir rares
qui justifie l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme, c'est une manière dont les établis, les majoritaires, justifient l'exclusion et le maintien de leur position de pouvoir. Et donc, quand on a cette grille de lecture-là, on se rend compte que l'émergence de l'islamophobie correspond à un phénomène analogue. Dans la France, si on prend le cas de la France des années 80. Donc, si on reprend le cas de la grève qu'a cité Marouane, c'est au moment où les travailleurs immigrés remettent en cause le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir politique. Ils demandent l'égalité, qu'on les affuble de qualificatifs d'intégristes, chiites, etc., pour les disqualifier, pour qu'ils perdent leur travail et pour qu'éventuellement soient expulsés, puisque leur présence sur le territoire français, elle est liée uniquement à leur travail. Donc la délégitimation, donc la contestation de leur présence sur le territoire français, elle passe par un discours islamophobe. Et donc c'est un moment paradoxal aussi, c'est au moment même où l'immigration postcoloniale connaît un processus de différenciation, c'est-à-dire qu'on a à la fois une minorité qui s'élève socialement, qui occupe des positions à l'université, dans l'entreprise, dans la fonction publique, dans l'enseignement, etc. Et de l'autre côté, on a une dégradation sociale, c'est-à-dire des gens qui sont ouvriers, qui restent ouvriers ou qui sont moins qu'ouvriers, entre guillemets, dans la précarité, etc. Donc c'est à ce moment-là que le discours islamophobe devient vraiment virulent, etc. Et pour donner un exemple, à mon avis, c'est comme ça qu'on peut interpréter le sort qui a été réservé à Tariq Ramadan. Ce qui est contesté à Tariq Ramadan, c'est peut-être ses idées, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce qui est contesté aussi, c'est son statut d'intellectuel. Son statut de professionnel de la parole publique. Et donc, on a quelqu'un qui vient remettre en cause des positions de pouvoir qui relèvent de l'université, qui relèvent de l'espace public, etc. Et donc, à mon avis, il faut avoir une analyse sociale aussi de ce discours-là, et pas parler d'islamophobie comme font certains historiens qui parlent d'une islamophobie millénaire, qui serait identique des croisades jusqu'à nos jours, etc., etc. Il faut vraiment s'intéresser aux acteurs, aux pratiques, au contexte historique, etc. Alors, juste pour rebondir un petit peu, donc, sur le lien très fort entre, forcément, par la force des choses, je veux dire, de par l'histoire, entre effectivement donc cette grande famille de sémites, donc arabes et puis juifs, donc les ismaélites et puis les descendants donc d'Isaac. Donc le lien est très fort, bien évidemment, mais moi pardon. Oui, les descendants d'Ismaël, d'Isaac, donc oui, bien sûr, oui, mais en remontant plus bas, donc les Arabes sont les Ismaélites, et puis les descendants d'Isaac, Isaac et Ismaël étant demi-frères de par Agar et puis Sarah, forcément, donc, ce sont donc des cousins, on va dire, donc, de la grande famille sémitique. Mais pour revenir à l'essentiel, donc effectivement, donc j'ai envie de poser la question un petit peu pour détendre l'atmosphère. Souvent, on pose la question qu'est-ce qu'un Arabe ou qu'est-ce qu'un Juif, selon. Hein. Un Arabe, c'est un Juif qui n'a pas réussi. Et un Juif, c'est un Arabe qui aurait réussi. Oui. Ça fait partie des clichés, des stéréotypes, on va dire, qui, au-delà de la blague elle-même, effectivement, les ressorts aujourd'hui de l'islamophobie. Et moi, je le dis à plusieurs reprises dans mon ouvrage, il ne s'agit pas de faire de la surenchère victimaire. Et là, c'est là où ce serait très dangereux de faire de la surenchère victimaire. En même temps, je vois bien que le besoin donc, des uns et des autres, parfois, de s'accaparer des postures de victimisation peut être préjudiciable pour l'ensemble. Alors, Marouane, tu l'as dit, bien sûr que les ressorts de l'antisémitisme des années 30 ne sont pas forcément les mêmes que ceux auxquels on assiste aujourd'hui par rapport à l'islamophobie. N'empêche que, effectivement, je suis de ceux qui disent aujourd'hui qu'effectivement, fermer les yeux sur les dérives islamophobes auxquelles nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas préparer de la meilleure manière donc l'avenir. Alors moi, j'ai parmi mes témoins, justement, mes grands témoins, donc juste vous lire très rapidement, si vous me permettez, donc l'un des témoignages parmi 13 ou 14 témoins, donc celui-ci. Je cite, donc, le combat contre l'islamophobie
prend ici tout son sens, en marquant nettement la frontière entre, d'une part, les désaccords ou les conflits qui peuvent nous opposer à certains musulmans, et d'autre part, le respect auquel ont droit l'islam et les musulmans dans leur ensemble. Nous adressons un message clair aux fauteurs de haine, de quelque bord qu'ils soient. Nous précisons ce qui distingue le licite et l'illicite, la rencontre et la discrimination, les identités librement assumées et les passions totalitaires. Et nous affirmons, pour paraphraser un propos déjà ancien, que tant qu'un musulman se sentira menacé pour la seule raison qu'il est musulman, aucun citoyen ne sera en sécurité. C'est donc le témoignage donc, de Meir Van Tratter, donc, ancien directeur de la revue juive L'Arche, membre du bureau français de J. Cole, du bureau de l'amitié judéo-musulmane de France, à JMF Paris, et de la commission du CRIF pour les relations avec les musulmans. Voilà. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, ces questionnements sur les dérives islamophobes aujourd'hui ne sont pas le propre simplement des musulmans ou de traditions, de références, mais ils sont aussi aujourd'hui des questionnements que se posent d'autres, donc chrétiens, juifs, musulmans ou agnostiques. Voilà. Et puis juste rappeler aussi dans mon propos que par exemple, parmi les... Tout à l'heure tu l'as dit aussi, effectivement, je me demande si tout le monde a lu le bouquin, mais j'ai eu entre guillemets donc, quelques reproches, mais là encore, de retrouver mon livre qualifié de recueil de fatwa. Donc je cite Riposte laïque, hein, je cite Dreuze.com, je cite Français de souche, etc. Donc recueil de fatwa, donc qui met effectivement donc qui donne une liste Schindler entre guillemets donc des islamophobes. Voilà, donc c'est l'expression qui a été utilisée. Mais parmi effectivement donc les points, les entrées que j'ai abordées, la fameuse LDJ, donc la Ligue Défense Juive, ou plus connue sous la Jewish Defense League, qui effectivement donc qui a été créée donc historiquement parlant donc aux États-Unis et qui est aujourd'hui classée sur effectivement donc sur la liste donc des organisations terroristes par le FBI lui-même. Donc la LDJ aujourd'hui existe en France. La LDJ aujourd'hui fait partie de ces entités aujourd'hui haineuses, agressive, violente, qui a prouvé, dans un passé très proche encore, effectivement, donc, que sur la question effectivement, du conflit israélo-palestinien, elle était effectivement intransigeante. Et par exemple, pour saluer la mémoire d'un certain Stéphane Hessel, mort donc, en février 2013, en début d'année, que j'avais contacté pour une éventuelle préface du bouquin, mais qui était très fatigué au moment où je l'avais contacté. Sachez simplement que ce même Stéphane Hessel, qu'on ne présente plus de par son engagement, le jour même de sa mort, on trouvait sur le site de la LDJ un antisémite est mort, Champagne. Et vu la réaction des internautes par la suite, donc, dans la soirée, ce même donc, commentaire a été supprimé donc, sur le site de cette fameuse LDJ. Voilà, je m'arrêterai là. Je crois me souvenir que le commentaire sur le site du CRIF n'était pas bien meilleur. Donc on va passer là, on a beaucoup parlé. La parole à la salle, on va prendre quelques questions et ensuite répondre. Allez-y, madame. Oui. L'Occident a toujours besoin d'un bouc émissaire. D'abord, c'était le juif, je ne sais pas c'était qui avant lui. Après le juif, le communiste. Maintenant, c'est le musulman. Ou peut-être l'intégriste chrétien. Je vous demande, qui sera le prochain bouc émissaire? Merci beaucoup. Je voudrais revenir à quelque chose que vous avez évoqué au tout début. C'est sur la question des spécificités de l'islamophobie entre les différents pays. Mais donc vous avez parlé de l'Europe d'une manière générale, avec des exemples avec l'Angleterre et parfois un peu les États-Unis. Moi, ma question se situe dans un contexte plus restreint, méditerranéen, et ça serait: quelles sont les spécificités entre les pays d'Europe du Sud? J'entends par là quelles sont les différences entre la manière dont ça se passe en gros en partant de l'Est, en Grèce, enfin dans l'ex-Yougoslavie pour faire simple, en Italie, chez nous et en Espagne. Voilà, ça vu dans un contexte méditerranéen. Bonjour, merci. Des interventions. Moi, je viens d'un pays nordique. Alors, je rentre dans la même logique que le monsieur là-bas, en voulant bien poser la question sur la spécificité française par rapport de celle du Danemark. Parce qu'on a eu l'histoire des dessins de Mohammed.
etc. Mais moi, je veux dire que, parce que moi, je suis chercheur dans l'identité et la laïcité française par rapport de celle du Danemark. Et moi, pour moi, la spécificité de la France, c'est uniquement une question de l'interprétation de la laïcité. Parce que tout le reste rentre dans les mêmes conceptions ou dans les mêmes discussions dans le reste de l'Europe. Mais la laïcité, moi je suis vraiment sidérée, surprise chaque fois que je vois les débats sur le contenu de la laïcité positive ou négative ou égalité contre avec la liberté de conscience, liberté de voile ou non-voile, etc. Et ce qu'on dit de vous en France, c'est que vous vous tenez toujours sur le niveau abstrait au lieu d'aborder les choses concrètement, comme nous au Danemark et en Angleterre aussi, où on aborde beaucoup plus facilement, à mon avis, parce qu'on n'a pas la longue tradition historique de la Révolution, blablabla, bla, 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 comme chez vous. Et ça c'est peut-être votre problème, que vous faites toujours des références à la longue histoire et vous débattez. Débattez, c'est ça? OK. Et vous débattez toujours sur la logique de Constant ou d'une manière les libéraux ou Robespierre, Saint-Just, etc. Ce qui est très bien. Moi, je me guetterai très souvent à lire tous les textes qui continuent à dire les mêmes choses. Mais le problème pour vous, c'est vraiment d'aborder les problèmes sociaux, à mon avis. Et moi, je trouve que vous avez beaucoup de discussions. Je n'ai pas compris du tout pourquoi vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de discussions sur l'islamophobie. Parce que moi, je me rappelle le bouquin de Vincent Jasser. Ça fait quand même quelques années que ça a apparu. Et moi, tous mes amis ici aux Syries, où je suis attachée, font beaucoup de débats là-dessus. Et dans le monde aussi, à mon avis. Merci. Encore une question, madame? Je voulais dire que je suis très intéressée à l'idée de lire ce livre, mais certains de vos propos m'ont un peu inquiétée, en ce qui vous concerne en particulier, parce que je considère être contre l'islamophobie, je fais partie d'un comité pour la Palestine, mais le problème de la femme, selon moi, et il n'y a pas de femme à votre table, est un problème qui dépasse de beaucoup le problème de l'islam. C'est le même problème qui s'est posé dans le catholicisme, qui se pose encore au Vatican aujourd'hui, et que l'on combat. Je ne vois pas pourquoi être contre la position générale, disons, d'ensemble de l'islam vis-à-vis des femmes. Et il se trouve que, comme je suis à côté de la mosquée, j'ai été au cours de la mosquée. Donc j'ai bien entendu ce qu'on disait dans ces cours, dans lesquels d'ailleurs les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Et cette position-là, malgré tout, elle fait partie de notre République. Voilà. Non, bien sûr. Mais, non. Je voudrais... Non, mais je veux dire, vous avez d'abord tout à fait raison de remarquer le caractère... mais vous voyez, ici, c'est pas des musulmans qui parlent. Je veux dire, le problème en France, c'est pas le Vatican, c'est pas sur l'égalité homme-femme. Le problème, c'est l'ensemble des institutions, du Parlement aux institutions. Non, pas religieux du tout. Il y a un Parlement avec 80% d'hommes, je veux dire, et ça ne nous choque pas. Mais quand il y a un problème avec... Bon, je voudrais juste aussi poser une dernière question qui est quand même... Il y a eu, il y a quelques années, un livre que La Découverte a publié d'ailleurs, qui s'appelait « L'antisémitisme à gauche », qui faisait la généalogie des positions adoptées par certaines forces de gauche, en tous les cas jusque dans les années 30, à connotation antisémite, et non, même jusqu'à aujourd'hui, je crois.
Une des choses qui me frappe dans l'islamophobie, c'est que, en gros, l'antisémitisme à gauche a pratiquement disparu, sinon dans des marges type, je veux dire, Alain Soral, si on peut dire c'est la gauche, ou Dieudonné, ou ce genre de choses. Le racisme anti-arabe n'a jamais été de gauche, en tous les cas affirmé, mais une des choses qui est frappante dans les études d'opinion, c'est l'existence d'une composante de la gauche qui est antiraciste, je veux dire, vraiment pour l'égalité, pour le droit de vote des étrangers, enfin, je veux dire, qui n'est pas soupçonnable, tu sais, et qui, en même temps, développe des visions islamophobes. Bon. Qui veut, vous voulez commencer? Alors, très rapidement, là où je rejoins entièrement Alain Grèche, j'ai pu aussi constater qu'effectivement, on pourrait penser a priori qu'effectivement que l'islamophobie serait l'apanage de certaines droites bien pensantes. Bien sûr, c'est faux. Et j'ai pu constater comment, et je peux me déplorer, comment on est passé progressivement, en tout cas ces dernières années, vers des lectures d'une laïcité somme toute inclusive, puis tout d'un coup donc exclusive, voire aujourd'hui non plus vers une laïcité, mais vers un laïcisme primaire, vers un laïcardisme, j'appellerais ça. Et on voit bien, par exemple, sur Riposte laïque, par exemple, quelqu'un comme Pierre Cassel, on ne présente plus. C'est un monsieur, effectivement, qui a toujours milité bien à gauche. Sa compagne, Christine Tassin, est une bonne femme de gauche, militante féministe. Oui, bon, oui. Non, c'est pas misogyne de ma part. Donc, on va dire une militante féministe confirmée et avérée. Et on voit bien comment, à partir du prétexte de la laïcité, il suffit simplement d'aller sur le site pour voir comment on déverse des logorées de haine justement en manipulant, en instrumentalisant la laïcité. Et je peux encore citer un certain nombre de personnalités politiques ici et là qui, effectivement, aujourd'hui, font même de la laïcité ciblée. Ce n'est pas la laïcité. Alors, si encore la laïcité était effectivement ce à quoi nous aspirons tous, effectivement, neutralité effectivement, de l'État par rapport aux religions, effectivement, le respect de l'altérité, etc., c'est une chose, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Mais on voit comment aujourd'hui, je prends un exemple, encore récemment, le HCI, lorsque le HCI, il y a 2 mois, reprend, et là c'est là où c'est inquiétant, le Haut Comité d'intégration reprend l'une des propositions de Marine Le Pen pendant la dernière campagne présidentielle, que de voter une énième loi sur la laïcité appliquée effectivement donc dans l'université, on reste aussi perplexe. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions, globalement, sont, à partir d'une certaine forme de banalisation de l'islamophobie, sont progressivement gangrénées, non plus par une idéologie, mais par ce qui semble, en tout cas à mon sens, quand même quelque chose qui est périlleux pour notre vie ensemble pour la suite. Voilà. Merci. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement à ce qui a été dit. Dans ma première question sur le lien entre la situation de crise sociale qu'on traverse, voilà, on a des difficultés socio-économiques majeures dans beaucoup de pays occidentaux, et la recherche de boucs émissaires. C'est quand même un processus historique assez classique qu'on retrouve. Alors aujourd'hui, il y a une petite concurrence au sommet entre musulmans et roms sur qui sera le meilleur bouc émissaire. Et donc d'une semaine à l'autre, on a des variations. Mais c'est vrai qu'on a cette logique-là, assez primaire finalement, dans l'histoire des sociétés, qui se répète de manière générale. Ce qui n'empêche pas la nécessité de comprendre finalement comment se fait la construction du bouc émissaire, quelles sont ses modalités, quelles sont ses finalités, dans un contexte donné. Donc c'est à ce travail-là qu'on s'est attelé. Il y a eu 2 questions sur les comparaisons européennes. On l'a dit tout à l'heure, on aimerait vraiment pouvoir être très très pointu sur des comparaisons entre pays scandinaves, pays d'Europe du Sud avec d'autres pays d'Europe du Nord, les pays anglo-saxons. On a vraiment envie, c'est un vrai chantier académique. Voilà, ça fait partie des choses qu'on espère étudier et dont on espère qu'il y ait des étudiants qui se lancent dans ce type de recherche-là, parce ça nous manque quand même en termes de matière. On a fait une synthèse de ce qui était disponible, nous, à l'échelle européenne, nord-américaine, et c'est insuffisant. Mais juste une remarque par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement la construction de l'islamophobie s'opère par la circulation internationale des idées.
Donc effectivement, entre des pays qui ont une archive anti-musulmane, comme certains pays ont une archive anti-juive, multiséculaire, entre des pays qui ont une archive anti-musulmane, pays d'immigration, de mobilité depuis un certain nombre de temps, et des pays nouvellement en contact, ou très peu en contact dans l'histoire avec une présence musulmane, on voit une construction d'un problème musulman très, très, très proche et articulé aux mêmes thématiques. Alors vous parlez de l'égalité homme-femme, on peut parler de la question du terrorisme, du danger intégriste, etc. Donc on voit vraiment une espèce de convergence dans le discours, une circulation des idées, et on voit même que finalement la manière de poser le sujet en France se transmet dans d'autres pays. Regardez tous les débats autour de la charte de la laïcité promue par un mouvement nationaliste au Québec. Un mouvement nationaliste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de laïcité, mais en termes de contenu, on est dans une réforme de fond profonde. Regardez, tous les partis quasiment d'extrême droite ont modelé, ont retravaillé leur communication pour apparaître comme des partis de progrès, y compris dans l'intitulé des partis. On met de côté l'idée de national ou de nationalisme pour parler de liberté et de progrès. Le Front National aujourd'hui et la progression massive, et je pense que les prochaines élections vont être douloureuses pour tous les défenseurs des libertés publiques et pour les vrais défenseurs de la démocratie. Il faut bien savoir que ce n'est pas Marine Le Pen qui a mis en scène et qui a propulsé la question de l'islamophobie en France. C'est l'islamophobie qui a remis en scène le Front National et qui lui permet de retravailler ces thématiques aujourd'hui. Quand on entend Elisabeth Badinter dire que Marine Le Pen est celle qui défend le mieux la laïcité aujourd'hui, on tombe des nues. Et sur la question je vais terminer avec ça, sur la question du bouc émissaire, c'est assez intéressant. Quand on voit le lien, pour une illustration qui vient de me revenir, il y a 2-3 jours, Jean-Marie Le Pen, sur la question de la crise de l'industrie du porc en Bretagne, a déclaré, alors ça n'a pas eu de succès, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un succès pour l'instant, son idée, a déclaré que finalement la crise du porc était liée à une baisse de consommation, liée à une pression des musulmans. Ça peut être 1000 choses, la crise du porc. Des problèmes de filière, de baisse de la demande, de qualité, ça peut être beaucoup de choses. Mais non, on est là dans... voilà. Donc sur la question de l'inquiétude qui est suscitée par mon discours, je vais essayer de vous rassurer. Mon intervention, peut-être lorsque j'ai parlé de fémonationalisme, quand j'ai parlé d'homonationalisme, peut-être ça pourrait induire l'idée que la lutte contre le patriarcat et dans la hiérarchie des luttes, il y a une hiérarchisation des luttes, et donc la lutte contre le patriarcat passe avant, plutôt passe après la lutte contre l'islamophobie. C'est pas ça mon propos. La question qui se pose, par exemple, si on s'intéresse à la question du patriarcat du côté des institutions religieuses ou des communautés qui s'affirment musulmanes, pensez-vous que la stigmatisation et l'islamophobie soit le meilleur moyen de lutter contre le patriarcat? Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi les gens qui ont le discours le plus islamophobe sont en même temps des personnes qui vont disqualifier des femmes? Voilà. Donc, j'ai même pas parlé de hijab, etc. Des femmes. Donc, la dimension assez forte quand même de l'islamophobie, c'est la conséquence pratique, c'est l'exclusion de centaines de jeunes filles, peut-être des milliers, je ne sais pas. Éventuellement, l'exclusion de milliers de femmes qui portent le hijab des entreprises de la petite enfance. L'exclusion de milliers de femmes qui portent le hijab pour faire des sorties scolaires à l'école publique. Donc, les principales victimes de l'islamophobie, du point de vue législatif, ce sont les femmes. Du point de vue des actes islamophobes, 80-90% concernent des femmes qui portent le hijab. Si on s'intéresse à la nationalité, 80% des refus de nationalité pour défaut d'assimilation concernent des femmes. Donc, au bout du compte, ce sont les femmes qui subissent la traduction juridique et la mise en acte de l'islamophobie.
Donc, de ce point de vue-là, l'islamophobie, c'est antiféministe. De ce point de vue-là. C'est une longue discussion. Est-ce qu'on accepte le patriarcat quand une femme porte le hijab? Mais je ne suis pas dans cette lutte de signification. Je ne suis pas en train de dire oui ou non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une signification unique du hijab qui s'est imposée en France et que c'est cette signification-là a participé à déshumaniser les femmes, c'est-à-dire que ces femmes-là n'avaient plus de parole. Ce qui est fou, ce qui est la conséquence pratique de ça, c'est que dans la commission Stasi, une seule femme portant le hijab a été auditionnée. Et le dernier jour, au dernier moment, de Saïda Kada, qui se trouve, qui est lyonnaise, que je connais. Lorsqu'elle est partie à la commission Stasi, elle était accompagnée d'un autre ami qui s'appelle Boualem Azaoum, qui est, lui dit souvent qu'il est la branche mécréante d'Al-Qaïda. Donc il n'est pas pratiquant du coup, mais il avait 15 jours de barbe. Et l'impression que le commentaire des journalistes, c'était qu'on avait un homme barbu derrière qui contrôlait la femme qui portait le hijab. On a un seul livre qui donne la parole aux femmes qui portent le hijab. Donc le film Les filles voient les parlent, qui a été dirigé par Esmaïl Chouder, Malika Latrèche et Pierre Thévagnan. Et donc là, on a un effet pratique de l'islamophobie, c'est à un moment donné, les femmes qui portent le hijab disent le porter pour leurs propres raisons. Donc il y a une multiplicité des raisons. L'enjeu, c'est est-ce que c'est à l'État de décider qui a le droit ou pas de porter un signe religieux? C'est ça la question qui se pose. Vous pouvez très bien dire, je suis pour. Mais c'est une prise de position qui va à l'encontre de l'idée de liberté de conscience, liberté de culte. Donc après, les signes de patriarcat, il y en a partout. La manière dont je m'habille, la manière dont vous vous habillez aussi, ce sont des signes du patriarcat. Donc voilà, la question c'est pourquoi il y aurait une spécificité à l'encontre des femmes musulmanes. Et donc il me semble qu'un des éléments importants de l'islamophobie, c'est la déshumanisation des femmes. C'est-à-dire que leur parole n'est pas entendue. Elle est tout de suite ramenée à l'idée, oui, mais elles consentent elles-mêmes à leur domination. Non, mais après, je dis qu'il y a une question qui est patriarcale, mais qui n'est pas spécifique aux musulmans, qui est générale. Et c'est en ce sens-là que je pense que, d'un point de vue pro-féministe, il faut poser les questions de manière déspécifiée et de poser la question partout, à l'Assemblée nationale, comme dans une mosquée, etc. Donc c'est en ce sens-là qu'il me semble que c'est important. Ensuite, il y a une forme d'instrumentalisation de la cause féministe par l'islamophobie, qui, de fait, qui existe, quoi. Voilà. Mais quand même, ces questions des femmes, je voudrais dire un mot. Je veux dire, il n'y a pas plus machiste que la gauche française. Je veux dire, historiquement, je veux dire, il faut bien savoir que la loi de 1905, la laïcité, dont on nous dit aujourd'hui qu'elle assure l'égalité homme-femme, elle a perduré pendant 40 ans sans donner le droit de vote aux femmes. Et dans les institutions politiques, et réellement, je ne veux pas... Enfin, les gens qui pratiquent la religion de manière active en France sont assez peu nombreux. L'essentiel des partis politiques aujourd'hui, vous avez le principal parti politique en France, avec le PS, l'UMP, qui préfère payer des millions et des millions plutôt que d'assurer la parité. Je veux dire, et quand même, il me semble qu'il y a quelque chose d'important dans ce que vous avez dit. Et vous avez dit, les femmes qui portent le foulard acceptent le patriarcat. Non. Moi, j'ai milité avec des femmes qui portent le foulard, qui veulent travailler, qui veulent choisir leur époux, etc., et qui sont des croyantes, point, et qui portent le foulard. Non, bon, je sais, si vous voulez, c'est un peu difficile de... Non, mais qui portent le foulard dans le sens où madame qui est derrière vous porte le foulard. Je veux dire, et je ne me permettrai pas de dire elle accepte le patriarcat. Je veux dire, réellement, là, il y a une question aussi de dialogue. C'est une des choses, moi, je suis frappé par la plupart des gens qui me parlent, des femmes qui parlent le foulard, c'est qu'elles n'ont jamais parlé à une femme qui a le foulard. C'est qu'elles n'ont jamais côtoyé des gens. Bon, et je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y avait encore, on va prendre 2-3 questions. Une seconde, madame, et après, je vous passe. Oui.
J'aimerais avoir votre point de vue sur l'articulation de la question sociale et le phénomène d'islamophobie, parce qu'il y a certains à gauche qui défendent le point de vue suivant. Ils vont vous dire que la discrimination à l'égard des musulmans, elle a plus des ressorts la société française, c'est une société très hiérarchisée, et il se trouve que les musulmans sont en bas de l'échelle sociale. Donc effectivement, quand il y a des gens d'origine musulmane, d'origine sociale défavorisée, qui accèdent à une autre caste, c'est juste pas accepté. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les émeutes de banlieue en 2005, j'ai oublié le nom du ministre de l'économie à l'époque, il a pris la parole, il a dit il faut rendre ces lettres de noblesse aux métiers d'artisans. En gros, les musulmans ou les jeunes de banlieue, ils doivent exercer ces métiers-là qui sont considérés moins nobles, mais on va juste essayer de les anoblir, ne serait-ce que symboliquement. Comment vous voyez cette articulation-là entre un fonctionnement de facto hyper socialisé, c'est pas hyper hiérarchique, et la discrimination à l'égard des musulmans? Voilà. Donc j'ai été très intéressée par toutes vos interventions et je vous remercie beaucoup des 2 livres que vous avez écrits, monsieur et messieurs. Je voulais simplement dire, par rapport à l'espace public et par rapport aux signes religieux, alors c'est une anecdote, j'espère que ça va vous faire rire. C'est un monsieur c'est un monsieur algérien qui était toujours arrêté dans le métro par des contrôles de police, et il a décidé de mettre une kippa, et à partir de ce jour-là, il n'avait plus de contrôle. Bon, allez, je donne une dernière question. Je vous avoue, bonsoir, j'ai pas encore lu le livre, mais je voulais, face à cette actualité criante qui porte sur l'islamophobie, vous avez vu que récemment, même le terme d'islamophobie est quasiment, on souhaite le disqualifier. Et je voulais savoir, est-ce que vraiment vous voyez les choses de façon optimiste? Parce que depuis des décennies, on voit un discours s'installer, une banalisation. Et ma crainte, c'est de voir en fait des gens issus de la communauté effectivement musulmane, par ailleurs citoyens français, se replier carrément et refuser toute ouverture envers l'autre, de l'autre côté, entre guillemets, d'une communauté musulmane. Et également de se dire, est-ce qu'on n'a pas fait le nécessaire, entre guillemets, être capable de porter le combat contre l'islamophobie à un niveau plus élevé, c'est-à-dire structurer un organisme qui puisse intervenir non pas uniquement sur le champ médiatique ou politique, mais également sur tout ce qui va être cinématographie, tout ce qui va être jeux vidéo. J'ai vu récemment qu'il y avait un jeu vidéo où on s'amusait à tirer sur des gens en abaya avec des babouches. Donc là aussi, ça participe de ce phénomène-là. Donc il y a plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a une méthodologie, vous pensez, à mettre en œuvre pour lutter de façon vraiment cohérente et à un niveau plus élevé? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le constat et souvent uniquement à un niveau de parole, quoi. Bon, je vais donner la parole aux 3 personnes pour conclure, pour répondre aux questions et conclure. Allez-y. Juste très rapidement, quelques éléments de réflexion qui viennent à l'esprit. Donc, pour revenir à vous, madame, donc, tout à l'heure, vous parlez effectivement donc, de la position de la femme, en fait. Moi, je l'ai encore dit il y a quelques jours donc, à la Fondation Jaurès, je pense effectivement que le monde musulman, très globalement, et notamment les théologiens, là, je vois un son de cloche un petit peu différent par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, tout ce qui a été dit, j'y souscris entièrement, il n'y a pas de souci par rapport. Ceci dit, je pense qu'il est important aussi, effectivement, sur le plan de l'intégrité, sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, que dire qu'aujourd'hui, le monde musulman ne pourra plus faire l'économie d'une réflexion profonde sur la place fondamentale de la femme dans l'islam. Ça, c'est une chose c'est peut-être un lieu commun que je dis aujourd'hui. Mais moi, j'en ai marre, personnellement, que de voir qu'aujourd'hui, en France, effectivement, on regarde l'islam à travers le prisme de l'Arabie Saoudite, à travers le prisme de l'Afghanistan, etc. J'ai envie de dire simplement que quand certains disent que, tout à l'heure, les Roms ont été évoqués, que les Roms auraient vocation à retourner en Roumanie, bien sûr que non, mais les musulmans non plus de ce pays n'ont pas vocation à retourner en musulmanie, laquelle musulmanie n'existe pas. Ils sont citoyens français à part entière, et non entièrement à part. Et là où il faut agir, les musulmans aujourd'hui ont un devoir, je le dis clairement, quand je dis musulmans, j'entends nos concitoyens de référence, tradition, ont un devoir d'excellence, je dis bien d'excellence. Sortons de la médiocrité. Quand on voit que certaines associations, effectivement, on parlait de patriarcat, ces associations musulmanes aujourd'hui, sont tenues effectivement donc, par des logiques, j'allais dire, monarchiques ou dynastiques quelque part. Mais laissons la place effectivement à ces compétences
à ces jeunes, à ces moins jeunes qui aujourd'hui souhaitent construire dans ce pays, souhaitent apporter leur pierre à l'édifice, qu'on cesse systématiquement de leur renvoyer, de mettre effectivement en doute leur citoyenneté, qu'on leur donne les moyens effectivement, qu'eux-mêmes s'accaparent, qu'ils apportent la pierre à l'édifice. Alors souvent on voit l'islam à travers ce fameux syndrome 3I, islam égale invasion égale immigration. Ben non, je suis désolé, l'islam aujourd'hui est un islam français, de France. Je ne ferai pas de jugement sur l'islam de France ou en France, la polémique n'est pas là. Mais simplement aujourd'hui, la France concrètement, c'est le premier pays aujourd'hui, entre guillemets, avec la plus grande minorité musulmane, avec d'autres minorités, la minorité juive, la minorité catholique, la minorité protestante. Et de ce point de vue, les enjeux sont très grands, sont immenses. Donc travaillons sur la connaissance, sur la culture, sur l'interconnaissance, à mon sens. Voilà, je m'arrêterai là. Alors, trois choses. Sur la question sociale, le lien entre question sociale et islamophobie, à mon avis, c'est une question qui est fondamentale. Vraiment fondamentale. Pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue politique de base, l'islamophobie contribue à la fragmentation, aux divisions des classes populaires de manière générale. Et peut être vue, et c'est la thèse d'un certain nombre de chercheurs foucaldiens ou marxistes, etc., peut être vue comme un mode de gouvernance. Un mode de gouvernance des classes populaires. Donc ça, c'est une idée qui existe dans la sociologie de l'islamophobie qu'il faut avoir à l'esprit. La deuxième point, c'est sur la question des ressorts de l'islamophobie. C'est un sujet qui est difficile à étudier, c'est un phénomène qui est difficile à observer par rapport à sa dimension intersectionnelle, c'est le mot à la mode. C'est-à-dire qu'on touche là au rapport de genre. Les femmes sont les plus visées, et même les hommes, quand ils sont visés, s'entendent comme musulmans complètement naturalisés. Donc il y a la question du genre, il y a la question de la race, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, il y a la question sociale. En France, contrairement aux États-Unis, les musulmans sont massivement issus des classes populaires. Donc il y a un racisme de classe aussi qui s'exprime à travers l'islamophobie, qui est la religion du pauvre, comme elle est la religion de l'étranger, comme elle est la religion liée à la menace, une religion dangereuse, etc. Et là encore, on a une autre spécificité liée à la France, mais qu'il faut prendre de manière complètement dépassionnée. C'est à la fois une tradition marxiste qui reste forte, même si elle a décliné depuis les années 70, une tradition marxiste avec une lecture, à mon avis, biaisée. Il faut lire le petit livre de Thévanian sur la haine de la religion, comment l'islamophobie est devenue l'opium du peuple de gauche. Une lecture biaisée des textes de Marx, de Lénine, de Rosa Luxembourg sur la place de la religion et sur la place des pratiquants de cette religion-là dans les luttes de manière générale pour ceux qui ont une approche en termes de classe. C'est pas du tout l'idée d'opium comme l'idée de drogue, etc. C'est plus l'opium qui rassure, qui calme une situation qui est compliquée. Je vais très vite, Alain. En fait, je vais terminer sur ça, sur la question du rapport entre établis et marginaux. On s'appuie sur Norbert Elias, mais il y a quelque chose de fondamental là, dans les rapports de domination. C'est comment est-ce que finalement ces établis refusent une présence musulmane qui demande une égalité, qui s'affirme dans des espaces sociaux qui leur étaient complètement fermés. Voilà, dernier point, juste pour réagir à ce que tu as dit, Kamel, qui m'a fait tiquer sur le devoir d'excellence. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée de demander une espèce d'une attente de devoir d'excellence pour les musulmans, comme on attend quelque chose de spécifique pour les femmes pour leur assurer une place. Non, si leur présence est légitime, elle se fait sans condition, c'est-à-dire leur légitimité au nom de l'égalité, elle ne se fait pas au nom d'une excellence qui justifierait la présence comme une espèce de spécificité de la présence féminine qui leur est demandée pour accéder à certaines positions. C'est une manière de justifier finalement leur exclusion. En tout cas, ça peut être vu comme ça. Je sais que c'est pas comme ça dans ton esprit. Donc j'ai pas trop de choses à dire, mais sur la question de l'optimisme, etc. Je me prononcerai pas parce que là, ça impliquerait un jugement de valeur. Et bon, Marwan et moi, dans notre trajectoire, fait qu'on a une position située. Donc le savoir qu'on produit, c'est un savoir situé. Donc vous aurez compris qu'on considère que l'islamophobie pose problème. Oui.
Donc, après, je pourrais répondre de manière un peu biaisée à cette question à travers la réception du livre. Donc, on va essayer de faire ça un peu plus tard, sur voir comment est-ce qu'il a été reçu, etc. Et là, il faut avoir un peu le cadre théorique de Gramsci sur le guerre des positions. Parce qu'on se rend compte que le livre en lui-même, c'est avec une certaine, on l'espère, légitimité scientifique, etc., a été repris en partie par des journalistes, même au sein de la rédaction du Monde, qui n'avait pas utilisé le terme islamophobie depuis de nombreuses années. Ça a créé donc du coup de l'empathie pour les thèses qu'on développe, surtout même une prise de conscience que l'islamophobie existe. Donc là, l'enjeu, c'est juste ça. On n'est même pas en train de comparer le Danemark, l'Espagne, etc. C'est est-ce que l'islamophobie existe? Donc si notre livre contribue à faire admettre parmi les élites que l'islamophobie existe, notre devoir, entre guillemets, ou plutôt notre positionnement d'engagement sera satisfait, quoi. Donc ensuite, on a l'impression qu'avec la rentrée, la publication du livre de Kamel, le livre d'Askolovitch, etc., qu'il y a des changements de position, que le vent tourne, mais le vent peut se retourner. Voilà. Donc, il y a même Fourest a admis l'existence d'un racisme anti-musulman, donc ce qui est quand même beaucoup, de musulmanophobie, même si elle pense qu'on est financé par le Qatar. Mais voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, en tant que, si on est militant, etc., on a l'impression que les choses sont figées, mais pas tant que ça. Il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des alliances qui se produisent au sein même du champ médiatique. Voilà. Merci. Merci. Comme il l'a dit, les choses aussi dépendent de nous. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas inscrites quelque part. Faire reculer l'islamophobie, c'est aussi un travail de chacun. Et je crois que le mérite des deux livres, c'est justement le refus de l'essentialisation. C'est-à-dire l'idée qu'on analyse ces phénomènes avec ce que nous appelons les outils de la raison, les outils scientifiques, et on essaie de les comprendre comme ça. Et puisqu'on a parlé des femmes, je dirais, on peut parler des femmes au Pakistan et dire la situation est effectivement horrible, et dire c'est l'islam. Mais il faut regarder l'Inde à côté et se dire, mais attends, c'est quoi en Inde? Il y a une minorité musulmane, mais vous avez vu les choses, il y a un machisme en Inde qui est considérable et qui se drape sous d'autres oripeaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre quand il se drape sous les oripeaux de l'islam, mais ça veut dire que ce n'est pas ça le facteur explicatif. Et donc, je crois que ça, c'est important, et je vous invite beaucoup à lire les deux livres, parce que justement, il y a ce refus de considérer qu'à partir du moment où on a lu le Coran, où on comprend le Coran, où qu'on pourrait comprendre les musulmans parce qu'on a lu le Coran. En gros, je résumerai comme ça. Ça, c'est une chose qu'il y a parfois dans nos têtes et qui est totalement fausse. Je remercie beaucoup les trois auteurs pour leur présence ce soir et je vous remercie pour vos questions.